Bonjour, donc là, je vais vous présenter, je vais essayer de faire un état des lieux des différentes questions et souvent situations possibles pour aller à l'étranger. Donc la thématique, c'est effectivement partir à l'étranger et je vais aborder essentiellement les études à l'étranger. Vous allez voir qu'il y a 2 formes de mobilité dans le cadre des études. Je vais aborder également l'année de césure et le mode d'emploi sur Parcoursup. C'est des questions qu'on me pose assez régulièrement sur le stand et notamment, je vais aborder des exemples, en fait, de situations ou en tout cas d'expériences que vous pourriez avoir dans le cadre d'une césure à l'étranger. Donc les études supérieures, césure, mode d'emploi, Parcoursup et une césure à l'étranger. Je démarre par les études. À l'étranger, il y a 2 formes de mobilité. Donc si un jeune souhaite faire des études à l'étranger, on appelle ça la mobilité institutionnelle ou la mobilité individuelle. Quand on parle de mobilité institutionnelle, ça veut dire que ça fait partie d'un programme d'échange. Donc là, concrètement, l'élève est inscrit dans un établissement français et il est possible de participer à un programme d'échange soit en Europe, soit à l'international. Donc ça peut être de mobilité d'études ou de stage. J'ai quand même intégré les stages puisque souvent on a quand même des questions au niveau du stand. Voilà, je cherche un stage à l'étranger où c'est imposé dans ma formation. Quelles sont les démarches ? Donc, ce qu'il faut retenir dans le cas d'une mobilité institutionnelle quand je veux faire des études à l'étranger, la première chose, c'est que je suis rattachée, comme je disais, à un établissement français, donc ça sous-entend que je dois passer par Parcoursup. L'inscription passe par Parcoursup et c'est géré par le Bureau des relations internationales. Comment ça se passe concrètement ? Vous avez un établissement, par exemple l'UBO à Brest, vous avez un programme d'échange qui est proposé. En général, il ne s'en cache pas, vous le trouvez sur l'onglet international de l'université. Il y a un bureau des relations internationales qui gère les entrants et les sortants, qui font effectivement des études également en France. Donc, généralement, ce qu'on peut faire, les études à l'étranger, ça se prépare à N-1. Ça veut dire l'année qui précède le départ. Donc, concrètement, si je rentre dans une licence, par exemple, à l'UBO, je rentre dans une licence de droit. Là, je rentre en première année, après avoir été admis par Parcoursup. Je rentre en première année et je prépare ma mobilité pour l'année suivante ou l'année d'après, puisque effectivement, on peut le faire dès la 2e année, mais dans les faits, on s'aperçoit que beaucoup d'élèves le font essentiellement en 3e et 4e année. Donc, on prépare sa mobilité à N-1. Donc là, ça veut dire qu'on va prendre en compte des critères que je vais vous montrer un petit peu plus loin. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un contrat d'études qui est organisé entre les 2 universités. Comme c'est un programme d'échange, si le jeune, effectivement, souhaite partir en 2e année, dans l'exemple que je vous ai donné, dans le cadre d'une licence, par exemple, une licence de droit, il part en 2e année, le programme d'échange induit une convention et un contrat d'études entre l'université de Brest, par exemple, et l'université d'accueil. Donc concrètement, l'élève, quand il a fait son année dans l'établissement à l'étranger et qu'il revient, s'il a validé son année, il continue en L3. Donc l'année est validée aussi dans le cadre français. On peut partir effectivement un semestre à une année dans le cadre des études. Et notamment, vous pouvez faire une demande d'études à l'étranger une fois par cycle. Alors pour rappel, ce qu'on appelle cycle, si vous avez entendu parler de la licence LMD, donc licence 3 ans, L1, L2, L3. Ensuite, on rajoute 2 ans pour avoir un master, en 2 ans, donc ça 5 ans d'études. Et ensuite, il est possible de faire un doctorat en rajoutant 3 ans, donc ce qui suppose la possibilité d'avoir finalement 3 mobilités d'études, vu que c'est une par cycle. Une chose quand même possible, autant on peut faire une année d'études seulement à partir de la 2e année. En ce qui concerne les stages, on peut le faire en réalité dès la 1re année. Alors, ça c'est une question qu'on me pose assez souvent. Comment je peux savoir ? Moi, je voudrais faire mon année d'études dans un pays bien particulier.
Donc j'ai des élèves qui viennent me voir au stand et qui me disent, ben voilà, moi, ma fille, elle aimerait bien aller aux États-Unis ou au Brésil. Enfin voilà, j'ai des demandes bien particulières, auquel cas, si vous êtes sur Parcoursup et que vous demandez une licence de droit, vous savez que vous pouvez demander une licence de droit dans différentes universités en France. Donc, si vous êtes sur Parcoursup, que vous indiquez licence de droit, vous avez la liste des universités françaises qui proposent cette licence de droit. Ensuite, vous pouvez aller, vous avez la liste des universités. Il suffit pour vous d'aller sur la liste des universités, chaque fiche de formation va vous permettre d'avoir le lien direct avec l'université et d'aller voir le programme d'échange. Vous allez pouvoir vérifier si effectivement parmi les programmes d'échange, il y a des programmes qui sont établis vers tel ou tel pays. Par exemple, vers les USA, on a le programme ISEP qui est souvent proposé dans les universités, auquel cas ça veut dire qu'un élève qui est inscrit dans un établissement français peut faire une année, ça et l'un, par exemple, en France, et pourquoi pas une année d'études à l'étranger aux États-Unis s'il a un programme ISEP. Et revenir, s'il a validé, il peut continuer en L3. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que l'élève va payer le coût de la formation de l'université en France, même s'il passe son année de formation à l'étranger. Donc voilà un exemple. Là, j'ai pris l'exemple local, l'université, mais vous pouvez faire exactement la même démarche avec les autres universités. Auquel cas, ils ne s'en cachent pas, c'est une vitrine. Donc, vous verrez qu'il y a toujours un onglet international. Vous voyez, je suis allée sur l'UBO. On voit qu'il y a l'étude à l'étranger. On voit bien qu'il y a des programmes en Europe, au Canada, aux États-Unis, etc. Deuxième chose qu'il faut quand même vérifier, si vous voyez une université qui a un programme d'échange, par exemple, vers les États-Unis, pour l'exemple que j'ai donné, toujours vérifier si cette licence... si cette mobilité est possible pour la licence que je demande. Puisque c'est un contrat d'études, ça ne veut pas dire que c'est adapté à toutes les licences. Donc bien vérifier que le programme d'échange est en lien avec mon programme d'études. Toujours dans la mobilité institutionnelle, pour ceux qui le souhaiteraient ou qui ne connaissent pas, il y a ce qu'on appelle les cursus intégrés, les doubles diplômes. Donc là, alors il peut y avoir une organisation différente. Je rentre dans une faculté française, par exemple, qui me propose un double diplôme. Ça veut dire une double licence, par exemple. Et cette double licence, ça veut dire qu'à l'issue des 3 ans, j'ai bien 2 diplômes. Un diplôme français et un diplôme étranger. Par exemple, franco-italien, franco-britannique, franco-espagnol. Et en réalité, l'organisation peut être différente puisque quelquefois, vous rentrez en première année et c'est seulement à la 2e année qu'ils vont mettre en place le cursus ou le diplôme commun entre les deux universités. Mais vous pouvez très bien en avoir des cursus intégrés tout de suite après le bac. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir des situations post-bac où j'ai eu l'exemple avant-hier justement d'une jeune fille qui voulait Sciences Po. Elle s'est inscrite dans une école à Sciences Po, mais à la fois qui lui permettait d'avoir un double diplôme, à la fois allemand et français. Donc ça veut dire que, comme elle me l'expliquait, elle a passé la première année en France, la 2e année en Allemagne, la 3e année en France. Donc en fait, il y avait une alternance d'un pays à l'autre et d'une année à l'autre. Et donc à l'issue de cette formation-là, elle avait bien 2 diplômes et 2 diplômes qui étaient reconnus dans chaque pays. C'est ça qu'on appelle les doubles diplômes. Alors là, j'ai donné un exemple de Sciences Po. Ça peut être donc des grandes écoles, ça peut être des ingénieurs, écoles de commerce, ça peut être des universités qui proposent aussi des doubles diplômes. Voilà, c'est pas uniquement Sciences Po, l'exemple que je vous ai donné. Ça, c'est pour que vous trouviez facilement. Donc là, vous voyez, je vous ai mis une adresse internet Euroguidance. Alors, Euroguidance est un site que je vous invite à consulter, puisque c'est vraiment un site qui est fait pour promouvoir la mobilité des études, et pas que. Vous allez trouver toutes les informations pour les césures, notamment. Donc là, je vous ai fait une page d'écran, notamment dans Euroguidance. Vous pouvez trouver en fait les doubles diplômes. Donc vous voyez, par exemple, vous avez les franco-allemands, franco-britanniques, franco-espagnols. Si je clique sur les vignettes, vous allez avoir une liste d'universités qui va vous permettre d'aller voir pour chacune d'entre elles les programmes proposés. Et ça peut balayer différentes mentions, que ce soit dans les sciences, dans l'ingénierie. Donc l'idée, c'est d'aller voir dans chaque université les programmes. Et ça, c'est
la manière dont on peut le trouver sur Parcoursup. Je vous parlais de double diplôme. Alors, on accueille souvent des élèves de première aussi sur le salon. Je ne sais pas si je n'ai que des terminales dans la salle. Dans tous les cas, sachez que même si vous êtes en première, vous pouvez aller sur Parcoursup dès maintenant. Il n'y a pas besoin de code, d'inscription. Vous pouvez directement aller sur Parcoursup dans la carte des formations pour accéder au moteur de recherche. Alors, je vous y invite, dès que possible, ne pas attendre la terminale de manière à mieux se familiariser, en tout cas avec le site, et commencer à faire des recherches pour que vous voyez un petit peu les exigences des formations. Ça vous permet d'explorer aussi les contenus de formation, les poursuites d'études et prendre déjà les premiers contacts avec les écoles. Donc, pour l'exemple du double diplôme, vous voyez, j'ai indiqué double diplôme uniquement et je n'ai rien mis dans la partie zone géographique. Et sur Parcoursup, pour ceux qui connaissent, il y a un filtre sur la gauche. Et j'ai simplement sélectionné licence, comme vous pouvez le voir. Et j'ai sélectionné licence en lien avec les études européennes et internationales. Et voilà, ça m'a donné, par exemple, j'ai pris un exemple, celui-ci, où voilà ce que vous allez avoir, c'est-à-dire licence double diplôme, licence études européennes, et on voit effectivement avec une université allemande. Donc, on voit bien le partenariat et vous avez un onglet « Voir la formation » où vous allez avoir le descriptif et l'organisation. Comme je vous disais, chaque organisation est propre à l'université. Donc, comme je vous disais, il y a deux cas de figure si je veux aller faire des études à l'étranger. Là, on vient de voir le cas d'une mobilité des études institutionnelles. Donc, pour rappel, je suis rattachée à un établissement français, donc je passe par Parcoursup. Là, c'est différent. Une mobilité individuelle, ça veut dire que je décide, moi et ma famille, de partir, par exemple, après le bac, pour aller faire des études à l'étranger. Alors, comme vous voyez, le cursus complet de formation est fortement conseillé. Alors, la raison, elle est assez évidente. Vous intégrez, par exemple, notre équivalent licence à l'étranger, on appelle ça souvent des bachelors dans beaucoup de pays européens. Vous faites une première année, par exemple, de bachelor dans un pays autre. Vous faites qu'une année, vous revenez. Le risque, c'est qu'effectivement, les programmes ne sont pas totalement identiques et que vous deviez repartir sur une première année en France. Donc, il est fortement conseillé, les universités étrangères vous le diront également, l'idée, c'est de partir pour un cursus complet. Si c'est un bachelor de 3 ans, à ce moment-là, je m'engage sur les 3 ans. Ah, je vais aller trop vite. Voilà. Donc là, comme c'est une inscription, une démarche personnelle, de vouloir s'inscrire dans des études à l'étranger, on ne passe pas par Parcoursup. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à Parcoursup pour autant, puisque je vais m'inscrire effectivement dans les établissements à l'étranger, mais en parallèle, beaucoup d'élèves font, par mesure de sécurité, une démarche sur Parcoursup, ici en France, de manière à assurer une place quelque part. Dans l'éventualité où ils ne seraient pas retenus dans le pays étranger, ils assurent quand même une inscription avec la plateforme Parcoursup en France. Ils ont tendance à doubler les démarches. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil pour sécuriser le parcours. Donc là, si je reprends, l'élève est intéressé pour aller faire un bachelor en Irlande, par exemple. Eh bien, là, c'est en dehors de tout programme d'échange. Je pars sur un bachelor. On fait attention, là, j'ai parlé de bachelor, mais en réalité, selon les pays, ce n'est pas toujours le même nom. Vous allez au Québec, ils vont appeler ça un baccalauréat. Donc, ce n'est pas très pratique pour nous, mais c'est le terme employé pour les 3 ans d'études à l'université. Donc, les noms vont être différents. Et le calendrier va être également différent. Donc, ça veut dire qu'un élève, si je reprends mon exemple de l'Irlande, ils ont également une plateforme centralisée, comme nous. Ils ont un Parcoursup local. Ça va s'appeler CAO, avec leurs propres modalités. Au lieu d'avoir 10 vœux possibles, ils en auront 5. Voilà, donc ça veut dire qu'on va devoir passer par les modalités de la plateforme du pays en question. Vous prenez l'Espagne, on n'est pas du tout sur une plateforme centralisée. Là, ça sous-entend que je dois m'adresser à chacune des universités, et chacune des universités fait son propre recrutement et a ses propres critères. Quand on est en démarche individuelle, contrairement à ce que je vous ai expliqué juste précédemment, quand je pars avec un établissement français qui a un contrat d'études à l'étranger, on n'a pas la question de la reconnaissance du diplôme à se poser,
puisqu'elle est déjà négociée avec l'école partenaire. Par contre, quelqu'un qui part à l'étranger pour faire une formation va devoir s'intéresser quand même à la reconnaissance du diplôme. Je fais une formation à l'étranger. Si jamais j'ai l'intention de revenir, par exemple, suite à mon bachelor, faire un master, il faut que je vérifie si c'est possible ou pas, si c'est reconnu ou pas. La démarche de reconnaissance du bac français, il peut être demandé dans certains pays, notamment comme l'Espagne, la Belgique. C'est souvent des pays où on va demander, c'est une démarche administrative. En réalité, beaucoup de Français n'ont pas de souci pour s'inscrire dans le supérieur dans ces pays-là, mais c'est une démarche administrative en complément du reste, de l'inscription dans les universités. Alors, en mobilité individuelle, et la plupart des universités, comme je vous disais, chaque université fait son recrutement. Donc là, ce qu'ils vont regarder essentiellement, c'est le diplôme d'origine de l'élève, bien entendu. Le niveau académique, les notes scolaires. Quelques universités, vous verrez, vont regarder que quelques matières, souvent en lien, bien sûr, avec la formation choisie dans le supérieur. La motivation de l'élève et la personnalité. Jusque-là, rien de bien différent de ce qu'on peut trouver dans les universités françaises. Par contre, là, ce qui est important de regarder aussi, c'est les tests de langue. Et ça, il faut pouvoir l'intégrer dans son calendrier. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous souhaitez aller dans une université en Espagne. Vous vous adressez à cette université et elle vous dit, ben voilà, pour le 15 mars 2026, vous devez renvoyer votre dossier complet, avec les pièces à fournir, dont le certificat de langue. À ce moment-là, ça veut dire que si vous n'avez pas encore fait ce test, il va falloir se renseigner sur quel centre propose ce test et combien de temps il faut me préparer à ce test. Donc, il doit être intégré dans votre propre calendrier pour pouvoir être à temps et avoir un dossier complet. Ce que vous voyez, par exemple, le niveau de langue, il est vraiment variable d'une université à l'autre. Deux universités peuvent demander, comme vous voyez, j'ai mis les tests les plus courants. On va souvent demander un IELTS ou un TOEFL. Ce sont 2 certificats d'anglais, par exemple. Le TOEFL est plus la version américaine et le IELTS plutôt la version britannique. Et en réalité, ils vont peut-être vous demander, ben voilà, il vous faudrait un IELTS avec tant de points. Et ça, c'est variable d'une université à l'autre. Ça peut être le Cambridge aussi, qui est souvent demandé. Le CELI également, le DOELE. On a voilà, des certificats qui reviennent et qui sont exigés par les écoles et avec un niveau dans ces certificats. Petite chose aussi, pour ceux qui souhaiteraient ou celles qui souhaiteraient anticiper les tests de langue. Sachez que les tests, par exemple, les certificats comme les IELTS ou les TOEFL, ce sont des certificats d'une validité de 2 ans. Oui, c'est important de le savoir. D'accord ? Donc, on anticipe, mais pas trop quand même. Voilà. On a le droit de le passer autant de fois que l'on veut si on veut aussi atteindre un score. Par exemple, un Cambridge, en général, une fois que vous avez le Cambridge, on n'a pas besoin, il n'y a pas cette date de validité. C'est un examen. Donc, le test de langue, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que par expérience, voilà, je peux avoir des élèves qui ont tout, les notes académiques, qui ont déjà le projet, ils savent déjà quelle université, et ils se retrouvent face à une demande voilà, par rapport à tel certificat de langue, ils peuvent se trouver bloqués parce que le dossier ne sera pas complet. Voilà, donc c'est très important cette approche-là des langues. Petite chose importante que j'ai souvent sur le stand aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes sur kiné, les paramédicales, kiné, j'ai le médical avec médecin, dentiste, etc. Attention, quand vous regardez les universités à l'étranger, regardez toujours la langue d'entrée, certes, dans l'université. Alors, quelquefois, vous allez vous dire chic, c'est en français, mais en réalité, quand vous creusez un petit peu plus loin, vous avez 1 an en français, le reste va être soit dans la langue du pays, soit tout en anglais. Faites bien attention à ça, à la langue et sur le nombre d'années d'études. Le budget, bien entendu. Alors, si vous avez vu tout à l'heure dans la mobilité institutionnelle, je vous ai expliqué, comme c'est un contrat d'études, c'est organisé entre les 2 universités. Donc, ça suppose que l'année où je vais à l'étranger, je paye les frais d'inscription scolaire en France. D'accord ? Donc, si je choisis d'aller en mobilité individuelle pour un bachelor en Irlande ou en Espagne, là, comme on part sur 3 ans, il faut aussi évaluer le budget global. Pas uniquement les frais de scolarité, bien entendu, mais aussi le niveau de vie du pays et voir effectivement si ça rentre dans votre budget pour les 3 ans.
L'autre chose aussi, puisque on a de moins en moins de demandes, effectivement, au Royaume-Uni, suite au Brexit, il y a des choses qui bougent, cela dit. Au niveau d'Erasmus, ils sont sortis d'Erasmus quand il y a eu le Brexit. C'est pour ça qu'on a moins d'avantages financiers ou moins de départs dans les mobilités. Et par contre, la règle commune, quel que soit le pays que vous allez demander, un établissement privé sera toujours payant et d'un certain montant. Ça ne changera pas. Et vous en avez dans tous les pays. Donc là, par exemple, les pays, sans surprise, vous allez voir que les pays les plus élevés en termes de frais de scolarité, on aura souvent le Canada, les USA, l'Australie, qui vont être très chers. Alors, je vous l'ai quand même mis, même malgré les prix qui sont assez onéreux. Moi, j'ai beaucoup de Français qui, aux États-Unis, quand ils partent en mobilité individuelle, au lieu de passer directement vers l'université, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce qu'on appelle les community collèges. Et les community collège, en fait, c'est 2 ans de formation et en fait, il y a une possibilité de transfert vers l'université, ce qui fait gagner 2 ans à prix réduit. Et donc, on a beaucoup de Français qui passent par les community collèges. Donc, c'est une façon de faire des recherches pour ceux qui envisagent les USA. Alors, les bourses, je vais en parler un petit peu plus loin, mais honnêtement, à part les bourses au mérite pour les bons élèves aux États-Unis ou alors les bourses sportives, c'est pas toujours facile de trouver une bourse pour les États-Unis en première année. Les frais de scolarité les moins élevés, le Danemark, le Norvège, tous les pays nordiques, Suède, Finlande, voilà, les frais de scolarité sont quasi nuls. Donc ça veut dire que oui, les frais de scolarité sont quasi nuls, mais il faut quand même, dans son budget, penser effectivement logement, nourriture, transport par rapport au niveau de vie du pays. Mais quand même, important de le préciser, puisque j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent, en tout cas sur le stand, je voudrais booster mon anglais parce que j'envisage telle ou telle formation, ou je voudrais hôtesse de l'air ou de steward, comment je peux améliorer mon anglais? On ne pense pas toujours à ça parce qu'ils ne pensent pas au Royaume-Uni, du fait que ce sorti de l'Europe, ils vont me dire systématiquement en Irlande. Mais on ne pense pas assez en fait, aux pays nordiques qui pour autant proposent des cursus tout en anglais et qui sont pour la majorité bilingues. On peut se former en anglais dans les pays nordiques. L'autre chose aussi qui peut réduire les coûts, c'est l'entente franco-québécoise. J'ai des élèves qui sont intéressés par le Canada et c'est vrai que la région québécoise avec l'entente franco-québécoise vous permet d'avoir un tarif beaucoup plus intéressant puisqu'au Québec, quand vous demandez une formation à l'université, eh bien à ce moment-là, on va vous allez payer le prix d'un local canadien. L'autre chose au Québec, c'est notamment les cégeps. Les cégeps proposent souvent des diplômes techniques. Par exemple, des diplômes techniques de 3 ans qui correspondent, c'est pas le même nom, mais qui correspondraient à nos BUT, BTS chez eux. Dans les cégeps, on peut avoir des diplômes techniques équivalents et c'est gratuit, les cégeps au Québec. Même chose, c'est gratuit le cégep, mais je pense au niveau de vie et à combien peut me revenir l'année en intégrant le logement et tout le reste, bien entendu. Alors, une fois qu'on a fait son choix et que j'aimerais quand même faire une mobilité individuelle, comment je trouve les formations? Comment je me débrouille? Alors, il y a 2 sites incontournables. Le site d'Euroguidance, encore une fois, qui est vraiment le site dédié pour la mobilité des études, comme je vous disais. Je vous ai indiqué également le C2I de Lyon, tout simplement puisque c'est un CIO international Europe. Au CIO de Brest, nous sommes un CIO relais Europe. Eux, c'est un CIO international avec lesquels je travaille beaucoup. Et effectivement, ils ont créé un moteur de recherche qui est propre au CIO de Lyon, mais qui est intéressant dans une démarche, même si on est ici en Bretagne, on peut faire les démarches. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vous ai également donné un site de référence encore sur Euroguidance pour avoir un guide des stages. Là aussi, je vais vous montrer plus loin à quoi il ressemble pour que vous puissiez le retrouver. Donc, par exemple, si je vais sur le site Euroguidance pour aller chercher une formation en Irlande, l'exemple, je reprends mon exemple, étudier en Irlande, ça se présente comme ça. Et en fait, sur la page d'accueil, on vous demande, vous voulez aller en Europe ou en Europe? Donc, j'ai cliqué Europe et j'arrive là-dessus, étudier en Irlande. Et ensuite, voilà ce que vous allez trouver. Regardez sur la gauche, vous aurez les modalités d'admission en Irlande. Voilà, en Irlande. Comment je fais pour m'inscrire en premier cycle? Les frais de scolarité, les bourses que je peux solliciter, le coût de la vie, le coût moyen, et en fonction des villes parfois aussi. Le logement et puis les habitudes aussi des étudiants pour se loger. Je pense à l'Espagne où il y a beaucoup de colocations et vous avez des sites dédiés à la colocation.
pour chercher des logements. Les emplois étudiants, puisque ce sont des questions qu'on a aussi des élèves. Moi, je voudrais faire des études à l'étranger, mais en parallèle, est-ce que je peux travailler? Et suivant les pays, les modalités et les conditions sont différentes. Et là, vous allez les trouver là-dessus. Et sécurité sociale, si on reste en Europe, on va être surtout sur la carte européenne, hein, mais c'est surtout hors Europe qui vous permet d'avoir d'autres pistes pour voir qui solliciter. Si je dois trouver une autre assurance pour aller dans le pays souhaité. Là, c'est celui de Lyon dont je vous parlais. C'est le moteur de recherche Mobidata. Ils ont créé effectivement ce moteur de recherche. Et comme vous pouvez le voir, on peut faire des recherches études secondaires, mais études supérieures. Si par exemple, je mets études supérieures au Canada, eh bien, quand je vais cliquer, je vais avoir la liste des sites de référence pour ce pays-là et comment aller chercher les universités. Donc, ces deux sources vous permettent d'aller trouver les différentes informations pour les pays que vous avez ciblés. Voilà le guide dont je parlais des stages en Europe. Vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que le stage n'est pas perçu de la même façon en France. Voilà, nous, le stage répond à certaines conditions. Vous allez dans d'autres pays. Un stage n'est pas considéré comme nous, on l'entend, une expérience dans le cadre d'une formation. Le stage peut être considéré comme un emploi pour certains pays. Donc, il faut bien connaître les conditions, en fait. Et là, vous avez des pages par pays, pour comprendre un petit peu les modalités de stage, les stages, qu'est-ce que ça sous-entend et les conditions. Là, je viens de faire le tour sur les études à l'étranger, que ce soit dans le cadre d'une mobilité institutionnelle ou une mobilité individuelle. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport aux études? Je continue, je passe directement à la césure. Donc la césure, ça veut dire quoi concrètement une césure? Donc c'est bien, je m'arrête pour un temps donné. Donc c'est une démarche volontaire de l'élève, de vouloir faire un stop dans ses études et de pouvoir faire toute autre chose. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dans le cadre d'une césure. Donc la durée par contre d'une césure qui est encadrée, elle est de 1 à 2 semestres. Donc 6 mois à 1 année. Et il est possible de faire une césure par cycle. Alors, comment ça marche? Vous êtes par exemple en terminale. Vous souhaitez réaliser votre césure entre la terminale et la première année de licence de droit. Donc, à ce moment-là, quand vous allez... Là, vous ne le verrez pas. Si vous allez sur Parcoursup, vous ne le verrez pas, sauf si vous connaissez quelqu'un là qui est en terminale et qui est actuellement en train de s'inscrire et mettre ses vœux. Parce que c'est au temps de l'inscription, vous pouvez voir cette case césure. Au temps de l'inscription, vous verrez que dans le dossier candidat, l'élève va pouvoir cocher une case césure et faire ses vœux. Donc, par exemple, la licence de droit. Je coche la licence de droit et les établissements n'ont pas connaissance en fait, de votre demande de césure à ce moment-là. Donc, ça ne doit pas interférer dans le choix de vous prendre ou pas. Donc, c'est seulement à la fin, quand vous avez les réponses sur Parcoursup, si l'établissement vous dit oui, la dernière étape, c'est l'inscription administrative dans l'établissement. Et c'est au moment de l'inscription administrative que vous allez demander le dossier de césure. C'est un dossier qu'on remplit. En général, on vous laisse 2 à 3 semaines pour le remplir. Et c'est soumis à autorisation du chef d'établissement. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un refus ou une acceptation. Si c'est accepté, ça sous-entend que la césure est encadrée par une loi. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a bien une convention qui est signée dans le cadre d'une césure avec l'établissement. Et concrètement, l'élève peut faire une année, enfin un semestre ou une année de césure. Et en attendant, l'établissement garde la place au chaud pour l'année suivante. Donc, l'élève n'a plus à se préoccuper de Parcoursup pendant toute cette année de césure. L'autre intérêt que vous pouvez avoir aussi dans le cadre d'une césure, parce que la question m'a été posée ce matin. On m'a dit, ben voilà, moi j'ai pas besoin de passer par Parcoursup, je pourrais très bien aller faire un volontariat ou autre sans passer par Parcoursup. Il a raison, enfin la personne avait raison. Seulement, ce qu'il faut savoir dans l'exemple que je vous ai donné, quand c'est encadré et qu'on a gardé sa place au chaud, ça veut dire qu'il y a un suivi de votre césure. L'établissement dans lequel vous allez aller, il y a bien un suivi de la césure. Vous allez devoir rendre compte de ce que vous faites quand même, ça correspond bien à la demande de départ. Vous gardez une carte étudiante. Vous êtes étudiant pendant l'année de césure quand vous faites cette démarche-là. Donc, ça veut dire avec tout ce que ça importe, hein, les réductions, etc. Ce que vous n'avez pas si vous êtes inscrit de nulle part, dans aucun établissement, et que vous allez de vous-même faire un volontariat. Donc ça, c'est un choix personnel, mais sachez que vous n'avez plus cette possibilité d'avoir la carte étudiante si vous faites cette démarche-là.
Donc, l'inscription Parcoursup, c'est bien à partir de janvier. Tous les ans, c'est entre janvier et mars. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Juillet, c'est souvent là où se passent les inscriptions administratives. Et puis, la réponse entre juillet et septembre par le chef d'établissement quand il s'agit d'une césure. Donc là, en fait, voilà des exemples de ce que vous pouvez faire pendant l'année de césure. Donc, une année de césure, comme je vous disais, c'est 6 mois à 1 an. Ce qui sous-entend que vous pouvez faire, par exemple, si je prends le premier séjour au pair, je peux très bien choisir d'occuper mon année pendant une année en séjour au pair. Ou je peux très bien choisir de partager mon année avec tout ce que vous voyez à l'écran. Je peux alterner différentes choses. Ça, c'est vraiment un choix personnel de ce que j'ai envie d'investir pendant cette année de césure. Donc, on peut travailler. Donc, vous allez avoir, par exemple, le séjour au pair qui est un travail. Donc, avant tout, effectivement, aimer les enfants. Et souvent, on couvre les temps d'absence des parents. Les jobs à l'étranger, les PVT, assistants de langue française. Alors, assistant de langue française, il faut souvent avoir déjà un bac+2, bac+3 pour y prétendre. Donc, je ne vais pas m'attarder sur celui-ci. Les séjours linguistiques, je balaye puisque je vais vous expliquer chacun d'entre eux. Et surtout, vous donner les liens. Parce que c'est souvent ce qu'on me demande sur le stand. Où est-ce que je peux trouver les liens ou les organismes? Donc, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Donc là, globalement, voilà ce qu'on va aborder. Le travail, les séjours linguistiques, le bénévolat, le volontariat. Et puis, je vais vous préciser d'autres formes de mobilité qui sont intéressantes aussi pour les jeunes et pour mettre de l'étranger dans leur parcours. Donc, si je commence par les chantiers internationaux, donc ça, c'est intéressant. Alors souvent, on peut faire des chantiers bénévoles, des chantiers déjà dès l'âge de 14 ans, notamment en France. Et puis vous avancez dans l'âge, à partir de 16 ans, on peut commencer à aller dans des pays frontaliers, en Europe. Et puis au-delà, on peut déjà s'intéresser à des séjours, des chantiers au-delà de l'Europe. C'est souvent de 2 semaines à plusieurs mois. C'est un bon test aussi pour les élèves qui souhaiteraient avoir une expérience à l'étranger et qui n'ont jamais eu jusque-là l'occasion de partir sans papa-maman. Parce que j'en ai beaucoup qui arrivent sur le stand, ils ne sont jamais partis tout seuls. Et quand je leur demande « qu'est-ce que tu veux faire ?» Ben voilà, je vais aller aux États-Unis l'année prochaine. Mais il n'y a eu aucune expérience en autonomie d'abord. Donc, il est fortement conseillé d'essayer l'une ou l'autre des expériences que je vous présentais dans un pays frontalier ou pas trop loin pour se tester aussi en autonomie dans un pays sans l'appui des parents. Comment je réagis aussi quand je suis seule dans un autre pays et que je dois m'adapter à d'autres cultures et m'intégrer avec d'autres pairs. Donc, c'est pour éviter les coups de blues quand on est aussi à l'extérieur et qu'on ne peut pas revenir en un week-end. Donc, les chantiers bénévoles, il y a plusieurs thématiques, rénovation, construction, etc. Donc, l'idée, c'est bien une communauté commune, une communauté autour d'un projet commun. Ils sont nourris, logés. Et tout naturellement, comme il y a plusieurs nationalités, ils vont tout naturellement parler anglais entre eux. Donc, l'idée, c'est vraiment un bain culturel, les chantiers bénévoles. Et c'est pas mal aussi à le faire valoir dans Parcoursup aussi, suivant les vœux que vous souhaitez faire. Parce que c'est bien donner de son temps dans une mission d'intérêt général. Et donc ça peut aussi être sympa à faire valoir dans Parcoursup. Les échanges de services. Ce dont il s'agit, alors je vous ai mis plusieurs exemples. Le plus connu, peut-être que vous avez déjà entendu, c'est le woofing. Celui que vous voyez sur la droite là-bas, le woof.net. En fait, il y a un site, vous pouvez aller depuis la France, organiser un woofing dans un pays étranger. Et là, en fait, le woofing, le principe, c'est pour ça qu'on parle d'échange de services, c'est la possibilité d'aller dans une exploitation agricole. Vous donnez de votre temps, c'est une mission. Vous donnez de votre temps et en contrepartie, vous êtes nourri, logé. Et en fait, ils ont diversifié l'offre au-delà de l'agriculture. Ce que vous voyez, par exemple, Helpix, Helpstay, Workaway, ce sont en fait d'autres propositions de mission, mais en dehors de l'agriculture. Par exemple, dans un ranch, ça peut être dans un bed and breakfast, dans une auberge de jeunesse, et le principe est le même. Je donne de mon temps et je suis nourri, logé. Alors, certains souhaitent tout simplement trouver un travail pendant la césure. Ou comme je vous disais, ça peut faire partie d'un temps de la césure. Ils se disent, je vais commencer par un travail et ensuite je vais faire autre chose. En tout cas, voilà un site de référence Eurodesk, notamment avec un guide pour les jeunes pour savoir comment trouver des offres à l'étranger. Alors, souvent 18 ans quand même. Séjour au pair. Alors, séjour au pair,
Même chose, 18 ans. Il faut avoir 18 ans pour faire ses jours au pair. Donc, comme je vous expliquais, c'est bien un travail auprès des enfants. Donc, ça, c'est la priorité, j'ai envie de préciser, puisque, effectivement, vous baignez dans le milieu familial, vous êtes en famille, en immersion dans une famille à plein temps, voire même les week-ends. Et là, en fait, les conditions sont différentes d'un pays à l'autre. Que vous alliez en Europe ou aux États-Unis, les conditions de séjour au pair ne seront pas les mêmes. Il y a des avantages pour l'un, des désavantages pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut voir aussi ce qui vous intéresse. En termes d'heures de travail, c'est différent selon le pays. Et aussi les avantages que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, à ce moment-là, vous faites beaucoup d'heures, mais vous avez un temps qui est dédié et vous avez un financement pour vous payer aussi des cours de langue. Vous avez également un aller-retour, par exemple, qui est pris en charge dans l'année séjour au pair. Vous voyez, en fait, selon les mobilités, vous pouvez avoir des avantages qui sont différents. Donc, pour les trouver, il y a des organismes officiels, puisque souvent sur le stand, alors souvent les parents vont me dire effectivement, bah voilà, moi, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez des gens sérieux, des familles sérieuses qui pourraient prendre mon enfant dans tel ou tel pays? Voilà, avoir ce besoin d'intermédiaire. Il n'est pas obligatoire. Mais par contre, si vous le souhaitez, les sites de référence que je vous ai donnés ici sur la diapo vous permettent de recenser en fait, des organismes avec un label qualité. En fait. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire et en fait, c'est moyennant finance. Donc en fait, les offres proposées par les associations sont plus ou moins chères. Si vous souhaitez juste une mise en contact, par exemple, avec la famille, ça peut être organiser une visio avant le départ. Ça peut être tout simplement demander à vous aider à la lecture du contrat de travail. Il ne faut pas oublier que c'est un contrat de travail et que les petites lignes, c'est bien de les comprendre dans une langue étrangère. Voilà, donc tout ça, ça peut être aidant et souhaité par les familles. Et vous trouverez ce genre d'informations sur ces sites-là. Le PVT. Alors le PVT, ça, je ne vous le cache pas, c'est beaucoup des élèves qui ont déjà 22 ans, 23 ans. J'ai moins des 18 qui me le demandent. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que ça demande de l'autonomie. En fait, il y a des accords des accords PVT avec la France. Ça sous-entend qu'il y a des pays partenaires en dehors de l'Europe. Ça peut être l'Australie, le Canada, le Brésil, Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est en dehors de l'Europe. Et là, le PVT, ce n'est pas un dispositif, c'est un visa. Vous savez que quand on fait du tourisme, on ne peut pas rester autant de temps qu'on le souhaiterait dans les pays étrangers hors Europe. Il y a des conditions de temps sur le territoire. Même chose si je veux travailler. Je ne peux pas travailler là où je souhaite. Eh bien, en fait, ce visa vous permet les deux en un an. C'est-à-dire que vous pouvez, en un an, être dans un pays hors Europe, donc à l'international. Ce visa vous permet de choisir de vaquer à vos occupations, d'où le mot vacances, si vous avez les moyens. Vous pouvez vaquer à vos occupations culturelles pendant un an si vous le souhaitez. Et travail, soit vous pouvez aussi travailler ou arrêter de travailler, un road trip en Australie par exemple. Donc vous voyez que ça demande une certaine autonomie. Vous êtes au bout de la France, dans un pays hors Europe, et donc ça demande aux jeunes d'avoir aussi l'autonomie suffisante pour aller chercher un travail ou vaquer aux occupations sur le territoire. Je vous ai montré la plateforme de service juste avant, vous vous souvenez, Woofing, Helpaway, Workaway. Eh bien, c'est pas rare que les jeunes associent le PVT avec les échanges de services. Pourquoi? Parce que c'est un bon moyen aussi de mettre un pied à l'étranger. Je fais un PVT, je souhaite un PVT en Australie, je peux de la maison déjà aller voir sur le site du Woofing et faire une réponse à une offre. Ça veut dire que déjà sur le territoire, j'ai juste mon visa, j'arrive sur le territoire, je sais déjà quelle mission je vais pouvoir faire, ce qui permet à moi déjà d'avoir une intégration dans le pays chez des habitants et aussi de savoir si ça fait 2 mois, je connais mieux le territoire, je peux ensuite commencer à m'y mettre à travailler ou simplement bouger et faire du culturel. Donc, c'est pas rare que les deux soient associés. Donc, il y a un site unique, le pvtis.net. C'est une communauté. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des partages des témoignages, en fait, qui vous permettent de voir un peu, suivant les pays, qu'est-ce qu'il faut savoir, les galères éventuelles, ou au contraire, les imprévus qui ont été vraiment positifs pour les jeunes. Quel type de travaux ils ont trouvé sur place, les travaux saisonniers et autres. Selon les pays, c'est vraiment très riche. Donc, en général, c'est de 18 à 30. Quelques exceptions jusqu'à 35. Mais ça sera indiqué par pays. Autre chose que vous pouvez faire pendant la césure,
Le Discover You, pour ceux qui connaissent, c'est que pour les élèves qui auront 18 ans. C'est pendant l'année des 18 ans uniquement. En fait, Discover You, c'est vraiment la possibilité d'aller découvrir l'Europe en train. Donc, en fait, comment ça se passe? Alors, il faut être en alerte parce qu'en fait, il y a 2 périodes de candidature, une en printemps et une en automne. J'y suis allée il y a 2 jours, les dates n'y sont pas encore. Donc, il faut être à l'affût. Donc là, on va en avoir une sans doute vers mars-avril. Et donc, vous aurez les dates vraiment de naissance en fait, de l'élève. C'est 18 ans dans l'année, là, pour ceux qui sont en terminale. Et vous allez voir que l'idée, c'est de répondre à un quiz sur l'Europe. Et l'élève peut être sélectionné. Le jeune, s'il est sélectionné, il va obtenir une carte européenne. Et grâce à cette carte européenne, il va pouvoir voyager entre 1 jour à 30 jours maximum en Europe. C'est ce qu'on appelle les billets interrail. Sauf que là, il est offert aux jeunes et il a une carte européenne qui lui permet d'avoir aussi des réductions culturelles, sportives, etc. Donc ça plaît beaucoup. Et l'autre chose qui est intéressant pour les jeunes, il y en a un qui peut s'inscrire et il peut associer des copains. Donc ça, c'est pas mal. C'est une démarche qui plaît pas mal et j'ai des retours très positifs des jeunes. Ils sont souvent des auberges de jeunesse, ils font un parcours, mais on peut rester 15 jours, hein, pas forcément 30. Mais voilà, la possibilité, c'est 30 jours maximum. Donc attention, c'est que 18 ans. La bourse Zelidja, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre 16 ans et 20 ans. En fait, il faut avoir moins de 21 en réalité. Donc, en quoi ça consiste? C'est un jeune qui aurait un projet. C'est une fondation privée, en fait, Zelidja. Donc, il y a un site vraiment Zelidja. Et en réalité, l'élève, il a un projet, par exemple, vous avez plein de thématiques sur le site. Ce n'est pas une thèse qu'on lui demande, c'est vraiment un sujet qui l'anime. Voilà, la gestion de l'eau dans Colombie, la place de la femme en Éthiopie, je ne sais. Voilà, il y a plein de sujets possibles. Un sujet qui va faire valoir devant un jury et on peut lui octroyer une bourse jusqu'à 900 € pour pouvoir faire 1 mois l'été le voyage qu'il souhaiterait avec la thématique proposée. Donc ça, c'est en solitaire. Le corps européen de solidarité qui plaît beaucoup aux bacheliers et aux parents notamment. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est quand même plus encadré que ce que j'ai proposé tout à l'heure dans la version hors Europe. Donc là, le corps européen de solidarité, il y a un portail, donc je vous l'ai indiqué, europa.eu/youth. C'est vraiment le portail où vous allez voir des missions. Donc en fait, le principe du corps européen, ça passe par un organisme en fait d'envoi. Si vous êtes brestois, ça va être le bureau information jeunesse à Brest. S'il y en a ici qui sont plus du côté de Quimper, ça ne va pas être la même association, ça va être Gwenilly. En tout cas, on passe par un organisme d'envoi. On vous présente des missions. Et en fait, c'est des missions d'intérêt général aussi. Hein. Donc, ça peut être dans l'éducatif, le social, organisation de festivals, culturel, éducatif. Vous postulez, vous candidatez. Si vous êtes retenu, vous êtes envoyé dans un des pays d'Europe. Et là, ce qui plaît beaucoup, c'est qu'il y a un organisme d'envoi, mais il y a aussi un organisme qui vous réceptionne. Et c'est un organisme qui rallie tous les corps européens, en fait, du pays. Par exemple, au BIGE, ils accueillent des corps européens qui viennent de différents pays. Ils se retrouvent, par exemple, aujourd'hui au Forum, où hier on en avait plusieurs. Ils se retrouvent sur des missions organisées par le BIGE. Et sinon, ils ont leur propre mission. Donc, on en avait une ce matin. Elle venait aujourd'hui au Forum, rattachée, c'est une mission du BIGE. Et sinon, le reste du temps, la semaine, elle travaille pour le lycée, un lycée brestois, où elle fait une mission plutôt pour aider le personnel éducatif. Et le corps européen, il plaît également parce qu'il est financé. C'est un dispositif Erasmus. Donc concrètement, le jeune qui part en corps européen, ça veut dire qu'il va avancer le transport, mais il va être remboursé par la suite. Il avance, mais il est remboursé. Et sur place, il est nourri, logé. Et il y a une indemnité journalière et qui va dépendre en fait du pays d'accueil. En Europe, en fonction du niveau de vie, on n'aura pas la même indemnité. Donc, il peut y avoir aussi, vous voyez, de 2 à 12 mois. En fait, il existe des corps européens courts et des corps européens de longue durée. On peut faire un court, puis un long. Ça, c'est possible. Alors ça, c'est comment valoriser son expérience. Ça, c'est un outil européen qui est vraiment intéressant aussi pour faire valoir toutes vos expériences, même si c'est un stage à l'étranger, un apprentissage, une formation à l'étranger, une césure. Il y a un outil qui s'appelle Europass. Et dans cet outil-là, vous pouvez créer des CV dans
plus de 20 langues, ça c'est sûr. Donc vous pouvez faire un CV étranger. Vous pouvez aussi, vous avez des rubriques à renseigner où là vous allez pouvoir utiliser, c'est un passeport en fait, ce qui permet la mobilité à l'étranger et faire valoir votre expérience. Donc ça concerne vraiment tout public et c'est gratuit. C'est un outil qui est gratuit en ligne que vous pouvez faire valoir. Là, c'est les petits derniers parce qu'on en a parlé. Le service civique. Le service civique, il y a un site unique, servicecivique.gouv.fr. Et en fait, ce service civique, on peut le faire en France. On en a d'ailleurs dans nos lycées et dans d'autres organismes. Même chose, on s'inscrit sur le service civique. On est obligé par une inscription, mais qui est très rapide. Et une fois que vous êtes inscrit, vous allez voir toutes les offres. Et ponctuellement, vous allez voir qu'il y a des offres qui sont proposées à l'international dans le service civique. Et le principe du service civique, en France en tout cas, c'est bien pour 1 an, c'est une vingtaine d'heures et c'est pour les 16-25 ans. Et ça peut durer qu'1 année. Certains ici le font en France comme tremplin. Des fois, ils arrêtent leurs études, ils ont une vingtaine d'heures, donc il leur reste du temps pour travailler la suite de leur parcours d'études ou d'emploi. Et donc, on en trouve à l'international. Il n'y en a pas beaucoup, je ne vous le cache pas par rapport au corps européen qu'on a vu juste avant, mais quand il y en a dans l'international, il y a des destinations vraiment sympas et des missions vraiment sympas. J'ai des témoignages et des retours vraiment riches en expérience. Et aussi, et malgré ça, ils ont quand même eu des subventions. Parce que le service civique, par exemple, un service civique, c'est comme si vous postulez pour une offre d'emploi. Donc, par exemple, si votre service civique il est à Bordeaux, c'est à vous de vous débrouiller pour aller à Bordeaux et ensuite vous faites votre service civique. À l'international, on peut avoir des subventions. Les séjours linguistiques, c'est une question qu'on me pose assez souvent également. Les séjours linguistiques, beaucoup de parents connaissent, mais par contre, ça a évolué. Le service a évolué dans quel sens? Eh bien, l'idée qu'on en a n'a pas bougé, c'est-à-dire que le principe, c'est bien de consolider ses connaissances dans une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou l'espagnol ou autre. Donc, le principe, c'est bien d'aller dans une école de langue, mais pour travailler l'anglais académique. C'est-à-dire que je vais reprendre la grammaire, je vais reprendre l'orthographe, voilà, l'écriture et l'oral. Je vais tout travailler dans une école de langue. Donc ça veut dire que moyennant finance, je peux demander à faire un séjour linguistique avec des cours que le matin. L'après-midi, vous pouvez avoir vaqué à vos occupations culturelles, ou alors il y a même des propositions de sport, votre sport habituel, voilà. Et puis pour d'autres, ça va être court toute la journée. Et en termes de logement, ça peut être dans famille d'accueil, ça peut être dans un internat de la résidence scolaire, parfois ça peut même être chez le professeur. Donc voilà, donc c'est pas forcément ce qu'on me demande le plus souvent, pour être honnête. Mais par contre, n'oubliez pas que l'idée, c'est de ne pas se retrouver dans une famille d'accueil avec un autre Français. Ça, c'est la règle de base. Donc quand vous vous renseignez sur les séjours linguistiques, vérifiez toujours combien d'élèves, enfin combien de jeunes sont accueillis dans la famille et s'il y a des Français ou pas. Là, je vous ai recensé 2 sites. Donc l'office.org et Unozel, même chose, c'est des sites où vous pouvez trouver des sites référenciés avec un label qualité également. Voilà pour toutes les propositions que l'on peut faire dans le cadre des césures, les sites de référence. Et savoir aussi comment s'y prendre, sachant que tout ce que j'ai balayé ici répond à l'ensemble des questions que j'ai pu avoir ces dernières années sur le stand, partir à l'étranger puisqu'on est là tous les ans. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà repéré dans le salon. On est dans le village de l'orientation. Il y a une partie du stand partir à l'étranger. Sur ce stand-là, j'ai des partenaires avec moi, certains qui représentent certaines prestations que je vous ai montrées. Donc, par exemple, les organismes d'envoi, on peut en avoir. Le BIGE, qui était là ce matin, mais je ne suis pas sûre pour l'après-midi, mais vous avez les coordonnées si besoin. L'idée, c'est effectivement de voir toutes ces propositions, parce qu'il y en a plusieurs qui sont alléchantes. Si vous avez compris, vous pouvez les cumuler. C'est-à-dire que j'en ai quelques-uns, moi, qui font des études à l'étranger. Ils vont d'abord faire, par exemple, leur césure entre le bac et la première année. Ensuite, ils vont intégrer leur fac de droit première année, ils vont faire une année d'études après à l'étranger. Et l'été, ils vont partir faire un job d'été en Irlande. Vous voyez? Donc en fait, tout ça, ça peut être cumulable. Sachant qu'il y a beaucoup de prestations que j'ai présentées ici et qui peuvent aller jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc ça laisse le loisir de construire un parcours et mettre de l'international à différents moments.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, si les questions viennent après ou vous n'osez pas parce qu'il y a plein de monde, vous pouvez venir au stand, si c'est plus facile étant. Oui. Je vais vous prêter le micro, parce que sinon... Oui, merci. On peut vous contacter? Enfin, c'est vous, Sophie Musard, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, pour avoir plus d'informations ou être dirigée d'une manière plus concrète? Oui. Alors, en fait, le CIO de Brest est un CIO relais Europe. Donc, moi, j'interviens sur une mission, effectivement, de renseigner sur la mobilité à l'étranger. Et c'est un premier niveau d'information. Je ne suis pas une prestataire de chaque pays, hein, c'est impossible, ça serait vraiment ambitieux de ma part. Mais en tout cas, c'est des outils. Comment les outiller, les élèves, et savoir des fois réfléchir à la construction du parcours. Vu qu'on est psychologue de l'éducation nationale avant tout, on a quand même une approche du projet en fait dans sa globalité, dans le parcours d'études et hors cadre d'études. Je peux m'appuyer aussi sur le CIO international de Lyon, qui est aussi académique, hein. Ce sont aussi des psychologues d'éducation nationale. Donc l'idée effectivement c'est de renseigner sur les démarches à mettre en place ou les outils.